Et si la ligne de défense la plus efficace au monde contre la cybercriminalité, c'était pas un nouveau logiciel de cryptage ultra sophistiqué? Ce serait trop simple, oui. Ouais, un truc inventé dans une start-up de la Silicon Valley, mais plutôt un banal cabinet de pédiatre de quartier. C'est clair que vu sous cet angle, c'est surprenant. C'est complètement contre-intuitif, surtout quand on parle des recoins les plus sombres d'Internet. Mais pourtant, c'est exactement le point de départ de notre plongée aujourd'hui. On va aborder un sujet lourd, complexe, mais absolument vital. La prévention du TFCA. Oui, alors pour clarifier tout de suite ce terme très technique, c'est l'acronyme anglais pour l'exploitation et les abus sexuels d'enfants facilités par la technologie. Voilà. Bon, décortiquant tout ça, la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de comprendre un changement de paradigme majeur qui ressort de nos sources. Un changement vraiment radical, oui. Pendant des décennies, la société a traité la production et la consommation de ce matériel presque exclusivement comme un problème pénal. Ou technologique d'ailleurs. Ouais, on finance la cybersécurité, on traque les adresses IP, quoi. Exactement. Mais l'étude qu'on analyse, qui porte quand même sur un échantillon massif de 4918 hommes répartis entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, elle nous demande de regarder ce crime autrement. Comme une urgence de santé publique en fait. C'est ça, à travers le prisme des essais, donc les expériences d'enfance défavorables. Et c'est là que la recherche devient fascinante. Elle remonte le temps. On va analyser avec objectivité comment des traumatismes non traités dans l'enfance se transforment en vulnérabilité psychosexuelle à l'âge adulte. Parce que comprendre la racine du mal, en fait, c'est notre meilleure arme de prévention. Absolument. Mais avant de plonger dans la psychologie individuelle, il faut faire un arrêt sur image sur la géographie. Parce que les chiffres révèlent des disparités frappantes qui remettent en question toutes nos idées reçues. On s'imagine qu'Internet est un espace mondialisé où tout frappe de la même manière partout. Alors que pas du tout. Les données sont même totalement fracturées. Sur les hommes interrogés, le taux de passage à l'acte s'élève à 9,1% aux États-Unis. Ah, attendez, presque 10%. Ouais. Mais si on traverse l'Atlantique ou le Pacifique, ce chiffre chute drastiquement. On est à 4,7% au Royaume-Uni et 4,8% en Australie. Donc c'est quasiment divisé par deux. C'est ça. Et l'étude explique ce gouffre par deux dynamiques, l'une psychosociale et l'autre purement législative. Est-ce que c'est simplement une question de réglementation d'Internet du coup, ou l'environnement social joue-t-il un rôle plus profond? Ce qui est absolument fascinant ici, c'est que les deux s'emboîtent. Si on prend le cadre législatif d'abord, l'Australie et le Royaume-Uni ont des lois fédérales très strictes. Oui, le fameux safety by design. Voilà, la sécurité dès la conception. Leurs lois exigent des plateformes numériques d'être proactives. Elles doivent utiliser des algorithmes pour détecter les comportements suspects avant même qu'ils ne prolifèrent. D'accord. Elles ne peuvent pas juste attendre qu'on leur signale un problème. Non, c'est une obligation légale de surveillance. Alors qu'aux États-Unis, l'accent a historiquement été mis sur la liberté d'expression et l'immunité des hébergeurs. Ce qui fait que le territoire américain héberge la vaste majorité des URL problématiques au niveau mondial, quoi. Exactement. C'est un peu comme la sécurité routière, en fait. Les lois comme les limitations de vitesse ou l'obligation de la ceinture de sécurité en Australie et au Royaume-Uni, c'est indispensable pour limiter la casse. C'est une très bonne analogie. Mais le comportement au volant, il dépend aussi du niveau de stress du conducteur. La technologie empêche peut-être la voiture de s'écraser, mais elle nous dit rien sur la psychologie de celui qui appuie sur l'accélérateur. Et c'est là qu'intervient le facteur psychosocial. Le cadre légal, c'est la barrière externe. Mais le moteur interne, c'est l'accumulation des traumatismes non résolus. Les fameux taux d'ASES qui sont plus élevés aux États-Unis. Tout à fait. Les hommes américains de la cohorte rapportent beaucoup plus d'expériences d'enfance défavorables. Le conducteur américain, pour reprendre votre métaphore, il arrive au volant avec une détresse psychologique bien plus lourde en moyenne. Mais du coup, comment un traumatisme modifie-t-il concrètement la trajectoire d'un individu? Qu'est-ce qui se passe au niveau neurologique? L'étude apporte une réponse très précise avec un modèle qu'ils appellent « vulnérabilité contre amplificateur ». J'adore ce concept. Ils ont divisé les sujets en 3 catégories. Ceux qui n'ont aucun intérêt pour ce type de matériel, ceux qui ont un intérêt mais ne passent pas à l'acte, et ceux qui commettent l'infraction. Ce qui permet de voir exactement quand la digue cède. Exactement. Et le premier élément, c'est le déclencheur de vulnérabilité. Certains traumatismes créent de profondes failles psychosexuelles. Et les chiffres sont lourds, hein. Les hommes ayant subi des abus sexuels dans l'enfance ont 3,64 fois plus de risques de commettre ces délits. Oui, et la négligence grave augmente ce risque de 2,27 fois. Et il y a un truc qui m'a marqué, l'incarcération d'un membre du foyer,
Ça double les risques d'avoir un intérêt déviant même sans passer à l'acte. Mais quel est le lien entre un parent en prison et une déviance en ligne? La clé, c'est la théorie de l'attachement. Un enfant dans un foyer marqué par l'incarcération ou la négligence, il vit dans l'imprévisibilité totale. Son cerveau est en état d'alerte, quoi. Noyé sous le cortisol, oui. L'amygdale est en feu, ce qui entrave le développement du cortex préfrontal. La zone qui gère la régulation des émotions et l'empathie. Voilà. En grandissant, cet individu ne sait pas s'apaiser. Et la consommation de matériel illicite sur le dark web, où tout est contrôlable et anonyme, ça devient un mécanisme d'adaptation dysfonctionnel. Ça comble une carence neurobiologique. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Si on résume, la vulnérabilité spécifique, comme un abus passé, ça plante la graine d'un intérêt déviant. Ouais, c'est la graine. Mais le traumatisme cumulatif, donc le score total des As, ça agit comme l'engrais toxique qui fait germer cette graine et qui pousse l'individu au passage à l'acte. C'est la définition parfaite de l'effet amplificateur. Avoir un intérêt, ça ne veut pas dire passer à l'acte. Beaucoup de gens ont des freins inhibiteurs qui tiennent bon. Mais avec l'engrais toxique, Avec le cumul des ACA, l'architecture de l'inhibition s'effondre. Chaque expérience d'enfance défavorable supplémentaire multiplie les chances de passer à l'acte par 1,33. waouh, 1,33 à chaque fois. Oui, et c'est pas une simple addition, c'est une réaction en chaîne. Faut vraiment se représenter ça. Un enfant subit de la négligence émotionnelle. Bam, 1 ACE. Ensuite, un divorce hyper conflictuel des parents. 2 ACE. La charge mentale explose. C'est ça, la pression monte. Ensuite, il y a de la violence domestique où un parent sombre dans l'addiction. 3, puis 4 ACE. Le multiplicateur s'applique à chaque fois. À la fin, le cerveau n'a plus l'énergie de maintenir les barrières morales. Il est juste en mode survie. Le passage à l'acte devient une compulsion pour réguler une angoisse insupportable. L'empathie est totalement déconnectée. Mais attendez, là, en entendant tous ces multiplicateurs de risques, j'ai une objection éthique qui me vient tout de suite à l'esprit. Je vois très bien laquelle. En liant si fortement abus subis et abus commis, la science ne risque-t-elle pas de stigmatiser les survivants? Ne risque-t-on pas de les voir comme des bombes à retardement? C'est un danger réel si on lit mal les données. Mais si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est tout l'inverse. Les chercheurs déconstruisent totalement ce mythe déterministe. Ouf, heureusement. Les statistiques de résilience sont massives. L'écrasante majorité des survivants ne deviennent jamais des agresseurs. 85,8% des hommes ayant au moins un ACE ne manifestent aucun intérêt et ne commettent jamais d'infraction. 85%. C'est énorme. Et même pour ceux ayant survécu à des abus sexuels dans l'enfance, près de 70% ne reproduisent pas jamais ces schémas. D'où cette phrase clé de l'étude que j'ai adorée. Les ACES ne sont pas une destinée. Exactement. Le traumatisme n'est pas une fatalité. Tout dépend de l'équilibre entre l'adversité et les facteurs de protection. Ces fameux facteurs de protection, c'est quoi exactement? Ce sont des relations de soutien. Par exemple, un adulte fiable. Ça apaise l'amygdale et aide le cortex préfrontal à se développer. Et c'est là qu'on voit aussi des différences culturelles intéressantes entre les pays. Ah oui, l'étude montre que l'abus émotionnel est un catalyseur beaucoup plus fort au Royaume-Uni. Oui. Et ça s'explique par les filets de sécurité sociaux. Les services sociaux sont formés pour voir la maltraitance physique. Un bleu à l'école, on intervient. Mais l'abus émotionnel, le dénigrement constant, c'est invisible. Voilà. Au Royaume-Uni, les données suggèrent que ces abus invisibles s'enquistent d'un montage et deviennent des amplificateurs redoutables des années plus tard. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Puisque la résilience prouve que les facteurs de protection fonctionnent, comment la société peut-elle systématiquement fournir cette protection avant qu'un délit ne soit commis? C'est là qu'intervient la feuille de route de santé publique. On doit passer d'une stratégie purement répressive à un modèle de prévention communautaire et médicale. Parce que de toute façon, la répression est dépassée par la technologie et l'anonymat, non? Absolument. On ne peut pas juste arrêter le problème après coup. La prévention doit commencer très tôt, dès la pédiatrie. L'étude recommande un dépistage universel des traumatismes infantiles. Lors des visites de routine chez le médecin? Oui, le médecin ne vérifie pas juste les vaccins. Il pose des questions sur le stress à la maison, les ruptures familiales, pour repérer les AC. Mais le dépistage, ça sert à rien si derrière on n'offre pas de solution, si... C'est le point critique. Et l'étude cite l'exemple de Headspace en Australie. Ce sont des centres de santé mentale communautaires pour les jeunes. Ouais, j'ai lu ça, c'est hyper accessible, subventionné, et surtout il n'y a aucune stigmatisation. C'est ça le génie du modèle. Un jeune en détresse n'a pas à naviguer dans un système d'assurance complexe, ni à attendre 6 mois. Il a un soutien immédiat. Ce qui l'empêche de chercher des solutions toxiques sur Internet.
Et pour les adultes qui sont déjà sur le fil du rasoir, Il faut financer des programmes d'intervention anonymes, comme le programme Stop It Now. c'est pour les hommes qui cherchent de l'aide pour des pensées inquiétantes, c'est ça? Oui, c'est une ligne d'assistance sans jugement, sans menace immédiate d'arrestation. Ça désamorce la compulsion avant qu'il n'y ait une vraie victime. C'est un peu comme l'analogie de l'inondation. L'approche pénale classique, c'est essayer d'éponger une inondation avec une serpillière sans jamais fermer le robinet. C'est une lutte perdue d'avance. Alors que l'approche de santé publique, c'est décider d'assainir l'eau à la source, plutôt que de seulement construire de meilleures prisons ou de meilleurs algorithmes de détection, nous devons construire de meilleurs filets de sécurité sociale et familiale. La valeur inestimable de ces données croisées entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, c'est de nous prouver une chose. Guérir les enfants maltraités d'aujourd'hui, c'est la seule méthode durable pour protéger les enfants de demain. C'est puissant et ça nous amène à une conclusion fascinante et presque contre-intuitive à l'ère du numérique. Et si la ligne de défense la plus efficace au monde contre la cybercriminalité, c'était pas un logiciel de cryptage inventé dans la Silicon Valley, mais un cabinet de pédiatres de quartier bien financé et des communautés capables d'écouter les familles en détresse. C'est exactement le message de cette étude. C'est une réflexion qui change tout. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration très exigeante. Avec plaisir. On espère que ça vous a donné matière à réfléchir, continuer à remettre en question les idées reçues et à explorer ces dynamiques invisibles qui façonnent notre monde. À la prochaine!